Et ainsi s'achève l'histoire de la vengeance des humains. Ce qui commença comme une invasion brutale sur une petite planète bleue devint la plus grande révolution galactique jamais connue. L'humanité, sous-estimée, méprisée, traitée comme du bétail, prouva que même les plus fragiles en apparence peuvent devenir les plus redoutables quand on touche à leur liberté. Nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons libéré des milliards d'êtres à travers les étoiles. Nous avons transformé la peur en espoir, la haine en unité, la vengeance en justice. Aujourd'hui, quand on regarde le ciel nocturne, on ne voit plus des étoiles lointaines et indifférentes. On voit un foyer commun. Une galaxie enfin libre. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a fait rêver, frissonner ou simplement vous détendre, alors mon travail est accompli. Likez cette vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires épiques en français, et activez la petite cloche pour être prévenu à chaque nouvelle sortie. Partagez-la avec ceux qui aiment la science-fiction et les grandes sagas spatiales. Dans les commentaires, dites-moi, quelle espèce alien vous auriez voulu rejoindre dans cette aventure? Ou quelle histoire HFY vous voulez entendre ensuite? On se retrouve très vite pour une nouvelle épopée parmi les étoiles. Dormez bien, et rêvez grand. Musique Fade Outland, son doux d'espace lointain. Zora Prime n'avait jamais connu la peur. Pendant des millénaires, la planète capitale avait été le joyau intouchable de l'Empire. Cité flottante de cristal, palais suspendus dans les nuages, océans artificiels, population roratienne vivant dans le luxe absolu tandis que les esclaves travaillaient en dessous. Mais ce jour-là, le ciel s'assombrit. Les détecteurs planétaires hurlèrent lorsque la flotte de l'Alliance émergea de l'hyperespace. 1000 vaisseaux, puis 2000, puis toute l'armada. Les défenses orbitales restantes ouvrirent le feu, mais elles étaient dépassées. Une à une, les stations tombèrent. Sur la surface, la panique régna. Les nobles zoratiens, habitués à commander depuis leur trône, fuyaient vers des bunkers. Les esclaves, sentant la fin du joug, commencèrent à se révolter dans les bas-fonds. Dans le palais impérial, l'empereur Kael'Zor regardait les écrans holographiques avec une fureur froide. Autour de lui, ses derniers conseillers tremblaient. « Activez le protocole Apocalypse », ordonna-t-il. Un conseiller pâlit. « Majesté, cela détruirait la planète entière. » Kael'Zor le fixa de ses multiples yeux. Plutôt la mort que la soumission à ces animaux. Le protocole Apocalypse était l'arme ultime. Un réseau de bombes à antimatière enfouies dans le noyau planétaire, capable de transformer Zora Prime en supernova artificielle. Mais avant que l'ordre ne soit exécuté, les premières vagues d'assaut alliés atterrirent. Des légions Vorins, Kaélons, Sylphiens, et bien sûr humains, descendirent dans les capitales. Les combats urbains furent impitoyables. Les Zoratiens défendaient chaque rue, chaque palais, mais la rage des opprimés était trop forte. Alexandre mena la charge vers le palais central. Son équipe, réduite mais toujours debout, progressait bloc par bloc. Dans les rues, des scènes incroyables. Des esclaves libérés se joignaient aux assaillants, armés de outils ou de armes récupérées. Des Zoratiens civils, terrifiés, se rendaient en masse. Le palais impérial était une forteresse. Boucliers multiples, légions automatisées, champs de gravité. Mais l'Alliance avait appris à briser tout cela. Une brèche fut ouverte par un bombardement orbital précis. Alexandre et son commando pénétrèrent. Les couloirs étaient somptueux, mais maculés de sang. Les gardes impériaux restant combattirent jusqu'au dernier. Enfin, ils atteignirent la salle du trône. Kael'Zor attendait, assis sur son trône de cristal noir, entouré de ses derniers fidèles. Alexandre avança seul. Les armes baissées de part et d'autre. L'empereur parla d'une voix sifflante. « Vous, un primitif d'un monde oublié, osez me défier ici. » Alexandre répondit calmement. « Nous ne sommes pas des primitifs. Nous sommes ceux qui ont survécu à tout ce que l'univers a jeté sur nous. Maladie, guerre, catastrophe. Et maintenant, vous. » Kael'Zor ricana. « Vous ne comprenez pas. L'Empire est éternel. Même si je tombe, d'autres viendront. » Alexandre secoua la tête. « Non. Aujourd'hui, ça finit. » Un silence. Puis Kael'Zor tenta d'activer le protocole Apocalypse via un implant neural. Messira, resté en retrait, avait déjà brouillé le signal avec un dispositif Kaélon. L'empereur hurla de rage. Ses gardes chargèrent. Le combat final fut bref et brutal. Quand le silence revint, Kael'Zor était à genoux, blessé mortellement. Alexandre s'approcha. Pas de discours. Pas de pitié. Vous avez voulu nous exterminer. Un tir. L'empereur s'effondra.
La salle du trône devint silencieuse. Dehors, les dernières résistances cessèrent. Les drapeaux de l'Alliance furent hissés. Zora-Prime était tombé. La guerre était terminée. Zora-Prime, autrefois symbole d'oppression, devint le siège du nouveau Conseil galactique libre. Les palais zoratiens furent transformés en musées, en écoles, en hôpitaux pour toutes les espèces. L'Empire zoratien n'existait plus. Ces mondes furent libérés un à un. Certains zoratiens choisirent l'exil, d'autres demandèrent pardon et furent intégrés sous surveillance. Alexandre Dubois refusa tout titre impérial. Il démissionna de son poste d'amiral et retourna sur Terre avec ceux qui le souhaitaient. La planète bleue, encore marquée par les cicatrices de l'invasion, se reconstruisait. Paris brillait à nouveau. La tour Eiffel, restaurée, portait une plaque commémorative. Ici commença la résistance de l'humanité. Un jour, sur une colline surplombant l'océan, Alexandre s'assit avec Élise, Liwei, Jacques, Pedro, tous les survivants de Liberté. Le soleil se couchait, rouge et doux. Élise demanda doucement, « Est-ce que ça valait tout ça? Tant de morts. » Alexandre regarda les étoiles qui apparaissaient une à une. « Oui, parce que maintenant, aucune espèce ne vivra plus dans la peur d'une autre. Nous avons prouvé que même les plus faibles, les plus primitifs, peuvent se lever. Que la liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête. » Liwei ajouta, « Et nous avons montré que l'unité peut naître même du pire chaos. Humains, Kaélons, Vaurins, Sylphiens, nous sommes devenus quelque chose de plus grand. » Au même moment, dans la galaxie entière, des milliards d'êtres levaient les yeux vers le ciel avec un sentiment nouveau, l'espoir. Les anciennes routes commerciales rouvrirent. Les connaissances furent partagées. Les mondes d'Earthworlder comme Terra devinrent des légendes respectées, non plus craintes. Le Liberté, désarmé, fut transformé en vaisseau-musée, orbitant autour de la Terre comme un rappel éternel. Et partout, on raconta l'histoire, comment une petite planète bleue, attaquée par l'arrogance d'un empire millénaire, s'était levée. Comment elle avait saigné, souffert, mais jamais plié. Comment elle avait libéré non seulement elle-même, mais des dizaines d'espèces. L'humanité n'était plus seule. Elle n'était plus une proie. Elle était devenue la gardienne d'une galaxie libre. Et dans les nuits calmes, quand les enfants de 1000 mondes demandaient des histoires pour s'endormir, on leur racontait celles des humains. Ceux qui disaient « non » quand tout semblait perdu. Ceux qui transformèrent la vengeance en espéros. Et ainsi, la galaxie connut enfin la paix. Non pas la paix de la soumission, mais la paix des libres. La grande offensive vers Zora-Prime était lancée. L'Alliance terrienne, désormais une confédération de 42 espèces libres, avait rassemblé la plus grande armada jamais vue dans cette partie de la galaxie. Plus de 1000 vaisseaux de guerre, des millions de soldats, des flottes entières construites sur les mondes libérés. Au centre, le vaisseau amiral Liberté, escorté par les dreadnoughts Vaurins et les croiseurs cristallins Kaélons. Alexandre Dubois, amiral en chef, se tenait sur le pont principal. Autour de lui, son état-major multinational et multi-espèces, Liwei, désormais chef scientifique de l'Alliance, Cyril Kaélon, responsable des boucliers, Rakkar le Vaurin, commandant des troupes d'abordage, Élise, adulte aguerrie, aux communications. Le trajet vers le cœur de l'Empire prit 3 mois en hyperespace. Chaque saut était une victoire. Des systèmes entiers se rendaient sans combat dès l'apparition de la flotte alliée. Les gouverneurs zoratiens, terrifiés par les récits de massacres et de défaites, ouvraient leurs portes. Les populations asservies acclamaient les libérateurs. Mais plus on approchait de Zora-Prime, plus la résistance durcissait. Les dernières lignes de défense impériale étaient formidables, des forteresses stellaires automatisées, des champs de mines quantiques, des stations de brouillage hyperspatial. L'empereur Kael'Zor avait sacrifié des dizaines de mondes périphériques pour concentrer toute sa puissance restante autour de la capitale. La première grande bataille eut lieu dans le secteur de Vorat Nebula. Une flotte impériale de 300 vaisseaux tenta d'intercepter l'Alliance. Ce fut un massacre. Les humains avaient appris. Ils ne combattaient plus comme des primitifs. Leur tactique mélangeait l'imprévisibilité d'Earthworlder avec la précision alien. Des essaims de chasseurs sylphiens désactivaient les boucliers, suivis par des salves de missiles humains saturant l'espace, puis des abordages vaurins brutaux. En quelques heures, la flotte impériale fut anéantie. Aucun survivant zoratien. Alexandre transmit un message clair, diffusé sur toutes les fréquences. À l'empereur Kael'Zor, votre empire finit ici. Rendez-vous, et vos vies seront épargnées. Résistez, et nous prendrons Zora-Prime pierre par pierre. La réponse impériale fut un silence glacial, suivi d'un ultimatum. D'Earthworlder,
vous ne passerez pas le voile noir. Le voile noir était la dernière défense, un anneau de stations orbitales autour de Zora Prime, équipé d'armes à singularité capables de déchirer l'espace-temps lui-même. L'Alliance s'arrêta à la limite du système. Un silence tendu régna. Li Wei présenta le plan final. Les stations sont alimentées par un réacteur central unique, enfoui sous la surface de la Lune impériale. Si nous le détruisons, le voile s'effondre. Mais il faut une équipe au sol. Alexandre hocha la tête. Je mène l'assaut moi-même. Élise protesta. Amiral, vous êtes trop précieux. Il sourit doucement. Non. Cette guerre a commencé avec des humains au sol, sur Terre. Elle finira de la même façon. Une force d'élite fut constituée, Alexandre, Rakkar, Syrah, Élise, et 500 des meilleurs commandos multi-espèces. Ils embarquèrent sur des stealth shuttle Kaelon, conçus pour traverser les boucliers. Le reste de la flotte lança l'assaut de diversion, 1000 vaisseaux contre le voile noir. L'espace devint un enfer de lumière et d'explosions. Les armes à singularité ouvrirent des trous noirs miniatures, avalant des escadrons entiers. Mais l'Alliance répondit avec tout ce qu'elle avait, canons à rails lunaires déplacés, torpilles à antimatière, champs psioniques sylphiens. Pendant que la bataille faisait rage en orbite, les shuttles furtifs percèrent les défenses et atterrirent sur la Lune impériale. Le sol était un désert de cristal noir, gardé par les légions d'élite zoratiennes, les gardes écarlates, modifiés génétiquement pour être plus résistants. Le combat au sol fut féroce. Les humains, dans leurs armures renforcées, chargèrent sans peur. Rakkar, gigantesque, brisait les lignes ennemies à main nue. Syrah érigeait des boucliers cristallins. Élise couvrait les arrières. Ils progressèrent mètre par mètre vers le réacteur. Alexandre, au milieu du chaos, se souvint de Paris en ruine, de la tour Eiffel tordue, des cris des civils. Cette rage ancienne le portait. Enfin, ils atteignirent le cœur. Le réacteur pulsait comme un soleil noir. Les dernières gardes écarlates chargèrent. Un combat à mort. Alexandre affronta leur commandant, un géant zoratien blindé. Les coups résonnèrent. Le zoratien était plus rapide, plus fort, mais Alexandre était humain. Il encaissa, saigna, sourit. Un feinte. Un tir précis. Le commandant tomba. Les charges furent posées. L'équipe évacua juste à temps. L'explosion illumina la Lune entière. Le voile noir vacilla, puis s'éteignit. En orbite, la flotte alliée hurla de triomphe. La route vers Zora Prime était ouverte. Les mois suivants furent ceux de la Grande Renaissance. La Terre, autrefois isolée, devint le cœur battant d'une alliance naissante. Des vaisseaux capturés zoratiens, réparés et améliorés par des équipes mixtes humaines Kaelon, quittèrent sol en escadron. La flotte terrienne comptait désormais plus de 200 bâtiments de guerre. Pas les plus élégants de la galaxie, mais les plus tenaces. Alexandre Dubois, promu amiral, dirigeait l'avant-garde depuis le Liberté, désormais entouré d'une escorte loyale. Leur première cible, les systèmes frontaliers de l'Empire. Des mondes miniers, des avant-postes logistiques, des planètes prisons où des espèces entières croupissaient. Chaque libération suivait le même schéma. Arrivée en force, frappe rapide, sabotage des défenses, puis appel aux opprimés. Rejoignez-nous ou restez neutres. Mais l'Empire tombe. Les Kaelon furent les premiers à répondre massivement. Puis vinrent les Vorins, ces colosses guerriers qui désertèrent en masse après avoir vu des humains combattre sans peur. Les Sylphiens, êtres aériens et graciles, apportèrent leur maîtrise des champs psioniques, renforçant les boucliers. En 6 mois, 27 systèmes furent libérés. Les messages humains se propageaient comme un virus dans l'hyperespace. L'humanité arrive. La liberté suit. Sur Zora Prime, l'empereur Kael'Zor convoqua un conseil d'urgence. Les hologrammes montraient une carte galactique où une tache rouge, l'Alliance terrienne, rongeait les bordures impériales. Ces Deathwarders se multiplient comme une infection. Siffla-t-il. Nous devons couper la tête. Le plan fut forgé. Une superflotte de 500 vaisseaux, commandée par l'élite absolue, frapperait sol directement. Cette fois, pas d'hésitation. Bombardement total. Mais l'Alliance avait des yeux partout désormais. Un espion vorin transmit l'information. Alexandre sourit pour la première fois depuis longtemps. Ils viennent chez nous? Parfait. On les attendra, ailleurs. L'opération Mirage fut lancée. Au lieu de défendre Sol, l'Alliance terrienne évacua ses forces principales vers un système voisin piège. Epsilon Eridani, un cul-de-sac stellaire entouré de nébuleuses denses et de ceintures d'astéroïdes riches en antimatière.
Dès leurs sophistiqués hologrammes de flottes entières, signaux falsifiés laissèrent croire que Sol était encore lourdement défendu. La superflotte zoratienne, confiante, fonça droit dans le système solaire, et le trouva presque vide. Carvos, de nouveau aux commandes, sentit le doute. Où sont-ils? Trop tard. Depuis Epsilon Eridani, Alexandre déclencha l'embuscade. 300 vaisseaux alliés surgirent des nébuleuses, bloquant toute retraite. Des mines à antimatière flottantes explosèrent en chaîne. Les communications zoratiennes furent brouillées par des virus Kaelon. La bataille fut brutale, désordonnée, magnifique. Les humains et leurs alliés combattaient en essaims coordonnés, mais imprévisibles. Les Vorins abordaient les vaisseaux ennemis au Corax en grave-corps. Les Sylphiens désactivaient les boucliers par télépathie technologique. Au centre, le Liberté affronta le vaisseau amiral de Carvos. Bord à bord. Alexandre mena l'assaut personnel. Dans les couloirs métalliques, les Zoratiens, pour la première fois, reculèrent face à des humains en armure lourde, hurlant, inarrêtables. Carvos, acculé sur son pont, murmura « Vous êtes des monstres ». Alexandre, blaster baissé, répondit calmement « Non, nous sommes juste ceux qui en ont assez d'être des proies ». Un tir précis. Fin de Carvos. La superflotte impériale fut anéantie. Quelques vaisseaux fuirent, portant la nouvelle terrifiante jusqu'à Zora Prime. L'Empire zoratien, pour la première fois de son histoire millénaire, vacilla. Et l'Alliance terrienne, désormais forte de 40 espèces libérées, tourna ses regards vers le cœur même de l'Empire. La route, vers Zora Prime était ouverte. La vengeance entrait dans sa phase finale. 4 jours seulement séparaient l'humanité de l'anéantissement total. Dans le système de Sol, l'espace grouillait d'activités silencieuses. Des chantiers lunaires crachaient des escadrons de chasseurs hybrides, coques humaines renforcées, moteurs zoratiens, pilotes formés en simulation accélérée. Des milliers d'astronefs de fortune, cargos reconvertis, stations orbitales armées, même des satellites météo transformés en drones kamikazes, prenaient position derrière la ceinture d'astéroïdes et les anneaux de Saturne. Sur la passerelle de Liberté, désormais vaisseau amiral de la flotte terrienne, Alexandre Dubois ne dormait plus. Ses yeux, injectés de sang, fixaient l'écran tactique holographique. Les Kaelons libérés travaillaient côte à côte avec les humains. Leurs mains délicates, habituées aux cristaux, calibraient les boucliers comme personne. L'un d'eux, une ingénieure nommée Syrah, murmura à Liwei. « Vos cœurs battent si vite. Comment supportez-vous cette pression constante ?» Liwei sourit faiblement. « C'est ce qui nous maintient en vie. » Au centre de commandement souterrain de Cheyenne Mountain, la générale Leclerc diffusait le dernier message à toute l'humanité. Nous ne combattons plus pour survivre. Nous combattons pour que plus jamais une espèce ne soit enchaînée. Ce soir, nous ne sommes plus seulement des terriens. Nous sommes les premiers libres d'une nouvelle ère. Dans les villes en ruine, des millions écoutaient, serrés autour de vieux postes radio. Des enfants pleuraient. Des soldats chargeaient leurs armes. Des prêtres, imams, rabbins, moines priaient dans toutes les langues. L'humanité entière retenait son souffle. Et puis, ça arriva. L'hyperespace se déchira comme une plaie béante à la limite extérieure du système. Sans soleil noir surgirent un à un, la Légion Noire. Des vaisseaux si massifs qu'ils occultaient les étoiles. Au centre, le fleuron impérial, le Dreadnought, silence éternel, long de 25 km, armé de canons à vide quantique capables de fendre une lune. À bord, le nouveau grand amiral, Carvos, un zoratien encore plus froid et calculateur que Varak, observait Terra avec mépris. Pas de négociation. Pas de prisonniers. Activez le bombardement planétaire dans l'heure. Mais avant que l'ordre ne soit pleinement exécuté, les détecteurs zoratiens hurlèrent. Des milliers de signatures émergèrent de derrière les astéroïdes, de la face cachée de la Lune, des anneaux de glace. Ce n'était pas une flotte régulière. C'était un essaim. Une nuée chaotique, imprévisible, mortelle. Alexandre, depuis le Liberté, murmura dans le canal général. Tous les escadrons, maintenant. Et l'enfer se déchaîna. Les premiers à frapper furent les drones kamikazes. Des centaines de satellites suicides foncèrent droit sur la formation impeccable de la Légion Noire, explosant en gerbes d'EMP et de shrapnel cinétique. Les boucliers zoratiens, conçus contre des armes propres, vacillèrent sous cette pluie sale et brutale. Puis vinrent les chasseurs humains. Pilotes russes, américains, chinois, français, indiens, brésiliens tous mélangés. Ils ne volaient pas en formation parfaite. Ils volaient comme des frelons enragés. Esquivant, tournant, sacrifiant 10 appareils pour en détruire un.
Leurs cris de guerre, diffusés sur toutes les fréquences. Pour la terre. Carvos plissa ses multiples yeux. Ces sauvages n'ont aucune discipline. Écrasez-les. Mais la discipline, justement, devint leur faiblesse. Les Zoratiens tiraient en salve coordonnée, précise, économe. Les humains tiraient n'importe comment, tout le temps, partout. Leurs missiles n'étaient pas guidés avec élégance, ils étaient lancés par centaines, bourrés d'explosifs chimiques, vieux de 100 ans mélangés à de l'antimatière volée. L'espace devint une tempête de feu. Le Liberté, escorté par les transports Kaelon, plongea au cœur de la mêlée. Syrah, au bouclier, hurla « Je peux maintenir 180% de surcharge pendant 4 minutes. Pas plus. » Alexandre répondit calmement « Ça suffira. » Ils foncèrent droit sur un croiseur lourd, feignant une attaque suicide. Au dernier moment, ils virèrent brutalement, laissant derrière eux une mine à antimatière de 100 mégatonnes. L'explosion éventra le croiseur et en endommagea 2 autres. Dans le chaos, les messages des Kaelons libérés furent relayés à travers la Légion Noire par des fréquences pirates. Regardez ce que les humains ont fait pour nous. Rejoignez-les, ou mourrez avec vos maîtres. Quelques capitaines vorins, les mercenaires guerriers asservis, hésitèrent. L'un d'eux, le commodore Akar, coupa soudain ses communications avec le commandement impérial et ouvrit le feu sur ses propres alliés. La Légion Noire, pour la première fois de son histoire millénaire, connut la trahison interne. Carvos ordonna le repli tactique pour reformer les rangs. Mais Alexandre avait prévu cela aussi. Depuis la Lune, les canons à rails géants chargés avec des projectiles en uranium appauvri accélérés à 12% de la vitesse de la lumière ouvrirent le feu. Des flèches invisibles traversèrent l'espace. Un croiseur entier fut transpercé de part en part avant même que ses boucliers ne réagissent. L'amiral Zoratien comprit enfin. Ce n'était pas une bataille. C'était une boucherie. Et les humains étaient nés pour ça. Au milieu du carnage, Alexandre transmit un message ouvert à toute la flotte ennemie, en langue zoratienne parfaite. Vous avez envahi notre monde. Vous avez cru nous briser. Écoutez bien, ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le début. Nous viendrons pour chaque colonie, chaque esclave, chaque monde que vous avez souillé. Nous sommes l'humanité. Et nous ne pardonnons pas. Puis il coupa la transmission. La bataille fit rage encore 6 heures. 6 heures où l'espace autour de la Terre brûla comme un soleil. Quand le silence revint enfin, la Légion Noire n'existait plus. 92 vaisseaux détruits ou capturés. 8 en fuite, gravement endommagés. Le Dreadnought, silence éternel, gisait éventré, dérivant vers Saturne. L'humanité avait gagné. Contre toute attente. Contre toute logique. Sur Terre, les survivants sortirent des abris. Ils regardèrent le ciel, où des milliers de lumières nouvelles brillaient. Les épaves ennemies, mais aussi les premiers vrais vaisseaux de guerre humains. Dans le bunker, la générale Leclerc pleura en silence. Puis elle murmura. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une puissance. À bord du Liberté, Alexandre, épuisé, s'assit enfin. Élise lui tendit une tasse de vrai café récupéré dans les stocks zoratiens. Il but lentement. Puis il leva les yeux vers l'écran, où brillaient des milliards d'étoiles. La guerre ne fait que commencer, dit-il doucement. Mais désormais, c'est nous qui allons frapper les premiers. Et quelque part, très loin, sur Zora Prime, l'empereur Kael'Zor regardait les rapports de défaite, ses écailles pâlissant pour la première fois de sa vie. La galaxie ne serait plus jamais la même. Les semaines qui suivirent la bataille orbitale furent un tourbillon d'activités frénétiques pour l'humanité survivante. La Terre, bien que meurtrie, ville en ruine, continent marqué de cratères, atmosphère encore chargée de poussière radioactive, respirait enfin librement. Les cieux n'étaient plus dominés par les silhouettes menaçantes des croiseurs zoratiens. Pour la première fois depuis l'invasion, le soleil se levait sans l'ombre d'une flotte alien. À bord de l'Étoile brisée, rebaptisée par l'équipage Humain et Liberté, Alexandre Dubois et son équipe travaillaient sans relâche. Le vaisseau, autrefois prison flottante, devenait le premier bâtiment de guerre de la toute jeune flotte terrienne. Li Wei et Dmitri passaient leur journée et nuit à décortiquer les banques de données zoratiennes. Ce qu'ils découvrirent changea tout. La galaxie était bien plus vaste et impitoyable qu'ils ne l'avaient imaginé. L'Empire zoratien contrôlait plus de 800 systèmes habités. Des dizaines d'espèces asservies, les Kaelons, artisans pacifiques réduits à l'esclavage industriel, les Vorins, guerriers fiers transformés en légionnaires mercenaires, les Sylphiens, êtres éthérés utilisés comme divertissement dans les arènes impériales. Toutes tremblaient sous le joug zoratien depuis des siècles. Mais il y avait plus.
Les archives révélaient la véritable nature de Terra, un Dead World classé interdit dans les anciennes cartes stellaires. Les Zoratiens n'étaient pas les premiers à l'avoir découverte. D'autres empires, plus anciens, avaient tenté l'invasion et avaient échoué. Disparus. Oubliés. Les rapports parlaient de fléaux biologiques incontrôlables, de créatures primitives devenues folles, de flottes entières perdues sans trace. Nous ne sommes pas les premiers à les défier, murmura Li Wei en traduisant un fichier crypté. Mais nous sommes les premiers à les avoir repoussés et à avoir volé leur technologie. Alexandre hocha la tête. Alors nous allons utiliser ça contre eux. Sur Terre, la reconstruction commençait, mais pas comme avant. Les usines souterraines tournaient à plein régime. Des chantiers spatiaux secrets, cachés dans des cratères lunaires ou des astéroïdes troyens, assemblaient les premiers vaisseaux humains. Pas gracieux comme ceux des aliens, mais solides, blindés, conçus pour encaisser. Les scientifiques fusionnèrent la technologie récupérée avec l'ingéniosité humaine, moteurs à antimatière zoratiens couplés à des systèmes de refroidissement nucléaire robustes, armes à plasma améliorées par des guidages IA terrestres. La générale Leclerc devint la première présidente du Conseil uni de l'humanité. Son message diffusé mondialement fut simple, nous ne défendons plus seulement notre monde. Nous allons porter la guerre chez eux. Mais le temps jouait contre eux. Dans le palais impérial zoratien, sur la planète capitale Zora Prime, l'empereur Kael Zor convoqua son conseil de guerre. La salle du trône, immense cathédrale de cristal flottant, vibrait de tension. Des hologrammes montraient Terra, une petite planète bleue, insignifiante, pourtant responsable de l'humiliation d'une flotte entière. Ces humains, cracha l'empereur d'une voix sifflante, ont osé défier l'ordre galactique. Le grand amiral Varak a échoué. Il paiera de sa vie. Varak, agenouillé devant le trône, ne dit rien. Il savait que sa disgrâce était scellée. Nous enverrons la Légion Noire, continua Kael Zor. 100 croiseurs. 10 000 chasseurs. Les meilleurs commandants. Cette fois, pas de récolte. Pas de prisonniers. Extermination totale. Les conseillers inclinèrent leurs têtes multiples. Personne n'osa protester. Pourtant, dans les ombres de la cour, une rumeur circulait déjà. Certains espèces asservies, écoutant les transmissions pirates humaines qui commençaient à se propager dans l'hyperespace, murmuraient. Un monde lointain avait résisté. Avait gagné. Peut-être était-ce le début de quelque chose. De retour dans le système solaire, les détecteurs humains captèrent les premières signatures. Dmitri, en veille sur le Liberté. Palais. Capitaine, hyperespace perturbé à la limite du système. Des centaines de signatures. C'est énorme. Alexandre se leva lentement. Combien de temps avant d'arriver? 4 jours. Peut-être 5. Un silence lourd s'installa sur le pont. Élise, la plus jeune, demanda d'une voix tremblante. On peut les battre? Li Wei répondit doucement. Avec un seul vaisseau? Non. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Alexandre termina, nous avons la Terre. Et nous avons le temps de préparer un piège. Le plan fut forgé en urgence. Le Conseil uni approuva l'opération 3. Utilisant les connaissances zoratiennes volées, les humains construisirent des leurs. Faux signaux de vaisseaux en détresse, mines à antimatière dissimulées dans la ceinture d'astéroïdes, satellites kamikazes chargés d'ogives EMP. La Lune elle-même fut transformée en forteresse, ses cratères équipés de canons à rails magnétiques géants. Mais le cœur du plan était plus audacieux. Alexandre et une équipe réduite prirent le Liberté et sautèrent en hyperespace vers un système voisin mentionné dans les archives. KL-7, une colonie minière zoratienne faiblement défendue, riche en cristaux quantiques nécessaires au bouclier. Nous allons frapper leur ligne d'approvisionnement, expliqua Alexandre. Les forcer à diviser leurs forces. Et peut-être, trouver des alliés. Le saut hyperspatial fut une expérience terrifiante pour les humains. Le vaisseau sembla se dissoudre dans un tunnel de lumière tourbillonnante. Quand ils émergèrent près de KL-7, ils virent une planète rougeâtre entourée d'anneaux de mines orbitales. Les défenses étaient minimales, quelques frégates, des stations automatisées. Les Zoratiens ne s'attendaient pas à une attaque ici. Le Liberté frappa vite et fort. Les stations explosèrent en silence. Les frégates, surprises, furent détruites avant d'envoyer un SOS complet. Puis, l'équipe d'assaut descendit sur la surface. Dans les mines, ils découvrirent non pas des Zoratiens, mais des Kaelons. Des êtres graciles, à la peau luminescente, enchaînés, épuisés. Quand les humains coupèrent leurs liens, un vieux Kaelon leva les yeux. « Qui êtes-vous » Alexandre répondit en utilisant le traducteur zoratien. « Nous sommes les humains.
De Terra. Nous combattons l'Empire. Le Kaelon trembla. Le monde interdit. Celui dont parlent les légendes. Vous avez vaincu une flotte. Une petite, répondit Alexandre avec un sourire. Mais nous en viserons de plus grandes. Les Kaelons, opprimés depuis des générations, virent dans ces étranges bipèdes une lueur d'espoir. Des milliers se portèrent volontaires. Ils connaissaient les faiblesses des installations, les codes, les routes secrètes. En quelques heures, la colonie fut libérée. Les stocks de cristaux chargés à bord du Liberté. Et un message enregistré par les Kaelons fut diffusé vers d'autres systèmes asservis. Les humains arrivent. Il ne plie pas. Quand le Liberté repartit vers Sol, il n'était plus seul. 3 transports Kaelons, volés et armés à la hâte, l'accompagnaient. Alexandre, sur le pont, regarda les étoiles. Un pas de plus. Mais au même moment, dans l'hyperespace, la Légion Noire avançait. 100 vaisseaux. Une armada invincible. Le choc des civilisations approchait. Et la galaxie entière retenait son souffle. Et dans les ombres de la galaxie, d'autres espèces opprimées entendirent les premiers murmures. Les humains ne se soumettaient pas. Ils ripostaient. Le pont de commandement du vaisseau prison étoile brisé tremblait sous les impacts répétés. Les écrans holographiques clignotaient en rouge zoratien, affichant des alertes que Liyue traduisait à la hâte. Flotte ennemie en approche. 3 croiseurs de bataille. Ordre, éliminer la menace rebelle. Alexandre Dubois, le torse encore ensanglanté, se tenait au centre, blaster à la main. Autour de lui, son équipe improvisée, Jacques Arlan aux armes, Pedro au bouclier, Dmitri aux communications, et Élise qui aidait Liyue à décrypter les systèmes aliens. Les anciens prisonniers, désormais insurgés, avaient pris le contrôle total du vaisseau. Mais ils savaient que le temps leur était compté. Capitaine, dit Liyue d'une voix calme malgré le chaos, leurs armes principales sont chargées. Si nous restons ici, nous serons vaporisés en quelques minutes. Alexandre observa l'écran tactique. La flotte zoratienne formait un triangle parfait, classique de leur doctrine. Un croiseur lourd au centre, 2 légers sur les flancs. Précis, méthodique. Mais les humains n'avaient jamais suivi les règles. On ne fuit pas, répondit-il. On contre-attaque. Dmitri, peux-tu brouiller leur communication? Le jeune russe hocha la tête, ses doigts volants sur la console alien. Je peux envoyer un virus basique dans le réseau. Ça prendra 30 secondes. Jacques, charge les canons à plasma. Pedro, renforce les boucliers avant. On va foncer droit sur le croiseur central. Les autres le regardèrent, incrédules. C'est du suicide, murmura Élise. Non, répondit Alexandre avec un sourire froid. C'est ce qu'ils ne s'attendent pas. Les Zoratiens croient que nous sommes des primitifs paniqués. Ils vont hésiter. Le vaisseau étoile brisé, conçu pour le transport et non pour le combat pur, possédait néanmoins des armes défensives puissantes. Sous les ordres humains, il accéléra brutalement, ses moteurs rugissant dans le vide spatial. À bord du vaisseau amiral zoratien, le grand amiral Varak observait la scène avec un mélange de colère et d'incrédulité. Ces vermines ont pris un de nos vaisseaux? Impossible. Détruisez-les immédiatement. Mais son second, le commandant Silla, hésita. Amiral, les scans montrent que l'équipage, infecté. Plus de 40% de nos troupes à bord des vaisseaux prisons sont hors de combat à cause des pathogènes d'Etwalder. Varak frappa la console de sa main écailleuse. Alors activez les protocoles d'extermination orbitale sur Terra. Plus de récolte. Brûlez tout. Sur Terre, dans le bunker des Alpes, la générale Leclerc reçut l'alerte. Les satellites humains survivants détectèrent une montée en puissance des armes principales de la flotte zoratienne. Un bombardement planétaire total était imminent, capable de vitrifier la surface entière. Nous n'avons plus le choix, dit-elle à son état-major multinational. Lancez l'opération Phénix. Dans des silos cachés aux 4 coins du globe, Sibérie, Sahara, fonds océaniques, Antarctique, des missiles modifiés décollèrent. Pas des armes nucléaires classiques, mais des ogives EMP massives, conçues après l'analyse des épaves aliens. Leur explosion en haute atmosphère générait une impulsion électromagnétique ciblée, calibrée pour perturber les boucliers zoratiens sans détruire totalement l'électronique humaine protégée. Les missiles grimpèrent. Les zoratiens les détectèrent trop tard. Leurs défenses antimissiles, conçues contre des menaces spatiales, étaient orientées vers l'extérieur. Les ogives explosèrent en une couronne de lumière silencieuse autour de la planète. Un flash aveuglant. Puis, le silence radio. À bord de la flotte zoratienne, les boucliers vacillèrent. Les systèmes secondaires tombèrent.
Les communications devinrent brouillées. Ce n'était pas une destruction totale, mais assez pour créer le chaos. Et c'est à ce moment précis qu'Alexandre frappa. Et l'étoile brisée surgit de nulle part, traversant la formation ennemie à pleine vitesse. Les canons à plasma, chargés à bloc, ouvrirent le feu sur le croiseur central. Les tirs, imprécis selon les standards zoratiens, furent dévastateurs par leur volume pur. Les humains ne visaient pas avec précision, ils saturaient. Le croiseur central encaissa. Ses boucliers, affaiblis par l'EMP terrestre, cédèrent localement. Une brèche. Alexandre ordonna, torpedo. Tout ce qu'on a. Les torpilles zoratiennes, détournées contre leur créateur, filèrent vers la brèche. L'explosion illumina l'espace. Le croiseur lourd se brisa en deux, ses réacteurs à antimatière entrant en surcharge. Les deux croiseurs légers, paniqués, tentèrent de reformer les rangs. Mais Dmitri avait réussi. Le virus humain propageait le chaos dans le réseau. Des ordres contradictoires, des ciblages erronés. L'un des croiseurs tira même sur son allié. Alexandre ne leur laissa pas le temps de récupérer. Virez à tribord. On finit le travail. La bataille spatiale devint un carnage désordonné, loin de l'élégance zoratienne habituelle. Les humains combattaient comme des bêtes, imprévisibles, acharnés, sans peur de la mort. Et l'étoile brisée, cabossé mais toujours vaillant, dansait entre les tirs, encaissant des dommages qui auraient dû le détruire, mais tenu par des réparations de fortune et une volonté farouche. Enfin, le dernier croiseur ennemi tenta de fuir vers l'hyperespace. Mais Li Wei avait verrouillé ses moteurs avec un sabotage logiciel. Une salve finale. Explosion. Le silence revint dans l'espace au-dessus de Terra. À bord, l'équipe d'Alexandre resta figée un moment, incrédule. Ils avaient gagné. Un vaisseau prison volé contre 3 croiseurs de bataille. Impossible selon toute logique militaire. Mais les humains n'avaient jamais suivi la logique. Élise murmura. « Oh, on l'a fait. » Alexandre, regardant les débris flotter à l'écran, répondit doucement. « Non. On a commencé. » Car maintenant, ils avaient un vaisseau spatial fonctionnel. Des armes aliens. Des connaissances volées. Et une planète entière derrière eux, prête à se relever. Dans le bunker terrestre, la générale Leclerc reçut la transmission brouillée mais claire. Ici capitaine Dubois. Flotte locale neutralisée. Nous tenons l'orbite. Terra est libre, pour l'instant. Les chairs explosèrent dans tous les bunkers du monde. Pour la première fois depuis l'invasion, l'humanité respira. Mais Varak, à bord de son vaisseau amiral éloigné, survivant à la bataille grâce à la distance, serrait les poings. Ces animaux ont osé. Il contacta l'empereur. Majesté, les humains ne sont pas primitifs. Ce sont des Deathwalders purs. Ils ont détruit une flotte avec un vaisseau prison. La réponse impériale fut glaciale, alors envoyez la Légion Noire. 10 flottes complètes. Écrasez-les avant qu'ils ne deviennent une menace galactique. Varak inclina la tête. À vos ordres. Mais au fond de lui, pour la première fois de sa longue carrière, il ressentit quelque chose d'étranger, une pointe de crainte. Car dans la galaxie, le murmure commençait à se répandre parmi les espèces opprimées. Un monde lointain. Une espèce tenace. Qui ne pliait pas. Les humains. Et leur vengeance ne faisait que commencer. À bord du vaisseau prison zoratien baptisé Étoile brisée, l'atmosphère était devenue étouffante pour les captifs humains. Des milliers d'entre eux, arrachés à leur vie sur Terre, étaient parqués dans des cellules aux parois lisses et froides, illuminées par une lumière bleutée artificielle. Les champs de confinement bourdonnants maintenaient l'ordre, empêchant toute fuite. Les Zoratiens avaient conçu ces geôles pour des espèces qu'ils considéraient comme inférieures, une gravité allégée pour préserver leur corps délicat, une température constante et fraîche, et des rations nutritives minimales distribuées par des drones automatisés. Mais les humains n'étaient pas comme les autres espèces conquises. Forgés sur un monde impitoyable, un Death World comme certains aliens l'appelaient en secret, ils possédaient une résilience que les Zoratiens n'avaient pas anticipée. Leur métabolisme brûlait avec une intensité féroce, leur corps s'adaptait à la faim, au froid, à la douleur. Et surtout, ils portaient en eux un arsenal invisible, un microbiome riche en virus et bactéries que l'évolution terrestre avait rendu inoffensif pour eux, mais potentiellement dévastateur pour d'autres. Le capitaine Alexandre Dubois, toujours enchaîné dans sa cellule d'isolement, observait tout avec un regard aiguisé. Ses blessures de la bataille de Paris le lancinaient une brûlure au plasma sur l'épaule, des côtes fêlées, mais la douleur n'était qu'un rappel de sa détermination. Autour de lui, dans les cellules adjacentes, des compagnons d'infortune, Li Wei,
une brillante physicienne chinoise capturée à Pékin, un ingénieur mécanique américain nommé Jacques Arlan, un robuste fermier brésilien, Pedro, et une jeune étudiante parisienne, Élise, qui n'avait que 20 ans mais déjà un feu dans les yeux. Alexandre remarqua vite les faiblesses des gardes. Les Horatiens patrouillaient avec une arrogance visible, leurs multiples yeux scrutant les prisonniers comme des spécimens. Mais ils maintenaient une distance prudente. Pas de contact direct. Leurs armures, bien que high-tech, semblaient plus destinées à la parade qu'à un vrai combat rapproché. Et quand un humain toussa bruyamment dans une cellule voisine, Alexandre vit un garde reculer d'un pas, comme inquiet. Li Wei, qui avait appris l'anglais et le français lors de ses études internationales, murmura à travers la paroi. « Capitaine, vous avez vu? Ils réagissent à nos maladies. Leur biologie doit être fragile. Sur un monde comme le leur, stérile et contrôlé, ils n'ont pas développé d'immunité comme nous. » Alexandre acquiesça silencieusement. Les humains avaient survécu à des pandémies millénaires, à des poisons naturels, à des environnements hostiles. Un simple rhume terrestre pouvait être une arme. Les jours suivants confirmèrent cette théorie. Dans les cales inférieures, où des groupes de Londoniens capturés, beaucoup encore porteurs de virus hiverno-banal étaient entassés, les gardes horatiens commencèrent à tomber malades. D'abord des symptômes mineurs, fièvre légère, irritation des écailles. Puis plus grave, écoulement, toux violente, affaiblissement général. Les médecins aliens, paniqués, isolèrent les sections touchées. Ils n'avaient jamais rencontré une flore microbienne aussi agressive. Le grand amiral Varac reçut des rapports alarmants depuis l'orbite terrestre. Les Deathworlders propagent une arme biologique invisible. Nos troupes au sol et à bord des vaisseaux-prisons montrent des signes d'infection massive. Varac, depuis son vaisseau amiral, ricana d'abord. Ridicule. Activer les protocoles de décontamination. Mais au fond, une ombre de doute s'installa. L'Empire zoratien avait conquis des dizaines d'espèces sans jamais affronter un monde comme Terra. Sur le vaisseau étoile brisé, l'épidémie forcée changea la donne. Les rondes de garde furent réduites. Les champs de force baissés par endroits pour rediriger l'énergie vers les systèmes de filtration d'air. C'était l'ouverture qu'Alexandre attendait. Il commença à organiser. Utilisant un vieux code Morse appris lors de ses missions militaires, il tapa sur les conduits métalliques, des messages courts, codés. Résistance. Préparez-vous. Bientôt, le réseau s'étendit. Des cellules entières se coordonnèrent. Li Wei analysa les champs de confinement. Ce sont des générateurs à cristaux quantiques. Une surcharge locale peut cascader et désactiver tout un bloc. Un jeune hacker russe, Dmitri, capturé avec sa smartwatch que les Horatiens avaient jugée inoffensive, bricola un dispositif. En volant des composants lors d'un transfert médical, il assembla un impulse électromagnétique primitif, mais efficace. Pendant ce temps, sur Terre, la flamme de la résistance grandissait. Dans un bunker caché sous les Alpes françaises, la générale Marie Leclerc coordonnait l'Alliance humaine mondiale. Les nations, autrefois divisées, travaillaient main dans la main. Des scientifiques disséquèrent les épaves horatiennes crachées lors des premiers assauts. Ils découvrirent les failles. Les boucliers énergétiques vibraient à une fréquence précise, vulnérables aux impulsions EMP issues d'explosions nucléaires modifiées. Des usines souterraines, protégées des scans orbitaux, produisirent en secret des missiles anti-boucliers. Dans les jungles d'Amazonie, les guérillas indigènes et militaires tendaient des embuscades. Les Horatiens, habitués à des batailles propres et technologiques, périssaient dans la boue, empoisonnés par des fléchettes enduites de curare ou dévorés par des prédateurs attirés par le bruit. Un incident marquant. Dans les déserts australiens, une patrouille zoratienne entière fut anéantie non par balles, mais par la chaleur extrême et la déshydratation. Leurs armures, conçues pour des climats tempérés, les transformèrent en fours. Varac ordonna des bombardements plus massifs, rasant des régions entières. Mais cela ne fit qu'attiser la rage humaine. Des milliards de survivants, cachés dans des grottes, des sous-marins, des forêts, jurèrent une vengeance éternelle. De retour à bord du vaisseau-prison, le moment arriva. Un garde affaibli par la fièvre s'approcha trop près de la cellule d'Alexandre. Le capitaine, feignant l'épuisement, attira son attention. Quand l'alien baissa sa garde, Alexandre surgit. Ses chaînes avaient été sciées en secret avec un fragment métallique. D'un mouvement fluide, forgé par des années d'entraînement, il saisit le bras fragile du Zoratien et le brisa net. Un coup au cou, et l'envahisseur s'effondra sans un cri. L'arme, un blaster compact, fut récupérée. Le corps caché sous une couverture. Puis, le signal, une série de tapes morses. Exécuté.
Dmitri activa son IEM artisanal. Une pulsation invisible traversa les conduits. Les champs de force crépitèrent, puis s'éteignirent dans tout le bloc. Les portes s'ouvrirent. Des centaines d'humains se ruèrent dehors, armés de barres arrachées, de outils volés, et maintenant de blasters capturés. Les gardes restants, malades et surpris, furent submergés. Les combats au corps à corps en rave-corps révélèrent la supériorité humaine. Force brute, endurance, rage pure. Un Zoratien pouvait tirer une fois, mais un humain encaissait et chargeait. Alexandre, blaster en main, mena le groupe vers la salle de contrôle. Li Wei, protégé par Jacques et Pedro, hacka les consoles aliens avec des interfaces traduites à la va-vite. Ils prirent le pont. Les systèmes du vaisseau tombèrent sous contrôle humain. Mais l'alarme hurla à travers la flotte. Varak, furieux, envoya des vaisseaux d'assaut. La vraie bataille pour la liberté venait de s'enflammer. Dans une galaxie lointaine, où des milliers d'espèces coexistaient sous la domination implacable de l'Empire zoratien, l'équilibre du pouvoir semblait éternel. Les Zoratiens, des êtres élancés aux écailles irisées et aux yeux multiples, se considéraient comme les seigneurs suprêmes de l'univers. Leur empire s'étendait sur des centaines de systèmes stellaires, imposant sa loi par une flotte invincible et une technologie supérieure. Ils avaient conquis, assimilé ou exterminé toute résistance. Pour eux, la guerre était un art raffiné, une danse précise où la force brute n'avait pas sa place. Les espèces inférieures, comme ils les appelaient, étaient classées en catégories. Les travailleurs dociles, les guerriers mercenaires, les animaux de compagnie exotiques. Et puis, il y avait les primitifs, ceux des mondes oubliés, indignes même d'être remarqués. C'est ainsi que, en l'an 478 du calendrier impérial zoratien, une flotte d'exploration zoratienne détecta une planète bleue isolée dans un bras spiralé reculé de la Voie lactée. Les scans initiaux révélèrent une civilisation technologique naissante, des moteurs à combustion, des armes primitives à poudre, des communications radio-basiques. Rien qui ne méritait une invasion complète. Mais les Zoratiens, toujours avides de ressources et d'esclaves, décidèrent d'une frappe préventive. Mieux valait étouffer toute menace potentielle dans l'œuf. Le grand amiral Varak, un Zoratien décoré de nombreuses conquêtes, reçut l'ordre direct de l'empereur lui-même. Cette planète, Terra comme l'appellent ses habitants, abrite une espèce bipède dominante, les humains. Ils sont faibles, fragiles, confinés à leur monde gravity-heavy. Récolter ce qui est utile, éliminer le reste. Varak inclina ses 3 têtes en signe d'obéissance. Sa flotte, composée de 10 croiseurs de bataille et de centaines de chasseurs, jaillit de l'hyperespace au-dessus de la Terre. Les humains, occupés par leur petite guerre terrestre et leurs querelles politiques, ne virent venir la menace que trop tard. Les premiers signes furent des anomalies orbitales. Les satellites humains captèrent des signatures énergétiques inconnues. Les gouvernements du monde États-Unis, Chine, Russie, Europe paniquèrent en silence au début. Puis, les Zoratiens commencèrent leur bombardement sélectif, destruction des centres militaires, des capitales, des infrastructures énergétiques. Pas pour exterminer totalement, non, ils voulaient des survivants pour les mines et les arènes de combat. Des vaisseaux d'assaut descendirent dans l'atmosphère. Des légions de soldats Zoratiens, armés de blasters à plasma et de boucliers énergétiques, débarquèrent dans les grandes villes. Paris, New York, Pékin, Moscou, partout le même chaos. Les armes humaines, balles, missiles, même les bombes nucléaires primitives rebondissaient sur les boucliers personnels des envahisseurs. Les tanks étaient vaporisés d'un seul tir. Les armées terrestres, malgré leur courage, étaient balayées comme des insectes. À Paris, sous la tour Eiffel désormais tordue et fumante, un bataillon français tenta une résistance désespérée. Les soldats, armés de fusils d'assaut, chargèrent les lignes zoratiennes. Mais les aliens, riant dans leurs communicateurs, activèrent leur champ de force. Les balles s'écrasaient inutilement. Un officier zoratien s'avança, son arme levée, et désintégra une escouade entière d'un balayage nonchalant. Dans les rues de New York, des civils fuyaient en hurlant tandis que des transports zoratiens aspiraient des milliers d'humains dans leurs cales, futurs esclaves. Une mère serra son enfant contre elle, mais un rayon tracteur les arracha du sol. Partout, la terreur régnait. Les humains, pour la première fois de leur histoire fracturée, unirent leurs forces. Les nations mirent de côté leurs différences. Un conseil mondial d'urgence fut formé. Mais il était trop tard. En moins de 72 heures, 60% des grandes villes étaient sous contrôle zoratien. Les gouvernements survivants se cachèrent dans des bunkers souterrains. Pourtant, au milieu de cet apocalypse, quelque chose d'inattendu se produisit. Les Zoratiens remarquèrent que ces primitifs ne se rendaient pas aussi facilement que prévu.
Dans les zones rurales, des groupes de résistants fermiers armés de fusils de chasse, vétérans de guerre passées tendaient des embuscades. Ils utilisaient la guérilla, des pièges improvisés, des connaissances de leur terrain d'Etworld. Un rapport arriva à l'amiral Varak, un peloton zoratien avait été anéanti dans une forêt amazonienne. Les soldats, habitués à des mondes stériles et contrôlés, avaient sous-estimé la jungle terrestre, insectes venimeux, prédateurs naturels, et surtout, des humains qui connaissaient chaque recoin. Les survivants aliens parlèrent de démons surgissant des ombres, endurant des blessures qui auraient dû être fatales. Varak ricana en lisant le rapport. Ces Deathworlders sont tenaces, mais insignifiants. Accélérer la récolte. Ce qu'il ignorait, c'est que parmi les captifs emmenés vers les vaisseaux-prisons, se trouvait un humain particulier, le capitaine Alexandre Dubois, un ancien légionnaire français, capturé lors de la chute de Paris. Blessé mais vivant, il observait ses ravisseurs avec une rage froide. Dans ses yeux brillait non pas la peur, mais une détermination farouche.